Alors, par exemple, vous êtes en terrain argileux, le seigle permet la fragmentation de l'argile et permet de ressouder les particules d'argile grâce à ces racines-là qui, à la destruction de l'engrais vert, se décomposent, vont donner un peu d'humus et ça permet de réorganiser le sol avec la matière organique, avec l'humus qui est issu de ce système racinaire. Alors, le seigle a beaucoup d'avantages. Il y a certains désavantages aussi, probablement qu'on vous en a déjà glissé mot. Je vais commencer par les avantages. Le seigle, à l'automne, en se développant, crée ce couvert végétal très dense. Donc, on a une très, très bonne protection contre toute forme d'érosion. On peut parler d'érosion éolienne, d'érosion hydrique, des journées où il pleut beaucoup. L'eau qui dévale les pentes va entraîner avec elle les particules les plus fertiles du sol, les particules les plus fines, les particules organiques, qui sont plus légères que les cailloux, que le gravier. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. Quand il pleut beaucoup, si vous regardez la partie haute du terrain et la partie basse, vous remarquez que dans la partie haute, il y a des particules grossières, principalement à la surface, et l'eau qui a dévalé la pente a entraîné les particules les plus fines. Et dans le bas du terrain, vous avez ces particules fines qui s'accumulent. Donc, toute la fertilité du sol va se retrouver dans le bas du terrain, puis dans le haut, vous allez avoir les particules les plus grossières, donc les moins fertiles, les moins aptes à libérer rapidement des éléments minéraux pour les végétaux. Donc, on essaye toujours, dès qu'on a le moindrement de la pente dans son terrain, d'essayer d'éviter ces phénomènes d'érosion qui créent des déséquilibres importants dans la qualité du sol d'un endroit à l'autre. Alors, le seigle a cet avantage-là de maintenir en place toutes les particules de sol, donc de prévenir l'érosion éolienne et hydrique. Et le seigle a également l'avantage de prévenir très, très efficacement le lessivage, dans le sens que le sarrasin, par exemple, lorsqu'il a été enfoui dans le sol, va commencer ce qu'on appelle sa minéralisation. Donc, toute matière organique apportée dans un sol va tranquillement se transformer en sels minéraux, en gaz carbonique et en eau. Les sels minéraux, s'ils ne sont pas utilisés par des végétaux en croissance, lors des fortes pluies d'automne qui percolent, donc qui descendent par gravité, ces éléments minéraux sont entraînés par l'eau qui percole, et c'est un phénomène qu'on appelle le lessivage. Quand vous avez votre seigle qui s'installe, le seigle développe son système racinaire. Pour se développer, il a besoin d'éléments minéraux. Il va tout aller récupérer les éléments minéraux qui sont solubles dans le sol de surface. Ça donne un seigle qui est encore plus dense, qui est encore plus vert, qui est encore plus gorgé de ces éléments minéraux. Et comme le seigle est vivace, qui survit à l'hiver, tous ces éléments minéraux sont fixés, stabilisés sous une forme organique dans les feuilles et dans les racines du seigle. Donc, on n'a pas de perte. Le printemps suivant, le seigle reprend sa croissance, donc il redéveloppe à nouveau une végétation dense et touffue à la surface, très verte. Et vers le 10 mai, avec une motobêcheuse, on rentre dans ce seigle vigoureux, on le détruit, et là, en se décomposant, il va y avoir à nouveau cette minéralisation de la matière organique. Donc, les sels minéraux vont redevenir disponibles dans le sol de surface. Et c'est là que vous établissez vos cultures. Donc là, vous transplantez vos choux, vos tomates là-dedans. Et vous n'avez rien perdu. Et le terrain, en principe, après un tel traitement, est propre. Donc, c'est-à-dire que vous avez réussi à éliminer à peu près tout le chien-dent qui pouvait être présent. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement éliminé totalement. Mais en principe, le gros du travail est fait, et pendant la saison, avec un travail de sarclage, de paillage, de pinage, d'arrachage, normalement, vous pouvez exercer un contrôle presque total sur cette graminée souvent problématique dans les jardins, parce que quand on n'arrive pas à contrôler efficacement le chien-dent, ça devient vraiment casse-tête. Alors, une fois que le terrain était préparé, on établissait nos cultures, puis l'année d'après, on s'est attaqué à un autre carré. Et on a pris 4 années pour défricher la totalité de la surface qui est actuellement en culture. Notre idée à notre arrivée, c'était de développer la culture légumière, mais également d'établir un verger écologique, parce qu'on arrivait de l'Ouest canadien, puis on avait beaucoup aimé
le contexte de l'arboriculture fruitière et on se disait, bon, il y a sûrement moyen au Québec de développer quelque chose, peut-être pas avec les mêmes espèces, évidemment, les pêches, les abricots, les cerises, c'est pas pour le moment possible de cultiver ça dans une région comme ici, mais bon, les poires, certaines prunes, les pommes, évidemment, les noix, les noisettes, etc. On se disait qu'il y aurait possibilité d'en produire une certaine quantité dans notre contexte climatique. Mais pourquoi dans l'Ouest canadien, on cultive des cerises? C'est presque le même. Pourquoi ça se cultive dans l'Ouest canadien? C'est beaucoup plus chaud qu'ici. Ouais. C'est pas cultivé partout en Colombie-Britannique. Tu as la vallée de l'Okanagan, qui est une vallée au climat semi-désertique, donc très chaud, très peu de pluie, donc ça fonctionne, mais à grand apport d'irrigation. Et puis, moi, j'étais dans la vallée de Creston, qui est une très petite vallée au sud-est de la Colombie-Britannique. C'est un peu la même chose. Il y a un microclimat particulier qui permet ça. Mais écoute, c'est une fraction minime des surfaces de terre de la Colombie-Britannique où c'est possible de cultiver. Pour vous donner un exemple, à Creston, où on était, c'est une configuration très particulière. Il y a deux chaînes de montagnes, les Selkirk et les Purcell. On est dans les Rocheuses. Okay? Ça fait que tu as deux chaînes de montagnes qui se rejoignent. Au point de jonction, il y a une espèce de plateau. Sur ce plateau-là, il y a une terre sableuse, donc qui se draine bien. C'est essentiel pour l'arboriculture fruitière. Et il y a un microclimat dû à ce phénomène de cuvette. Alors, ce plateau-là, il mesure peut-être 7-8 km² maximum. Après ça, ça descend. C'est des prairies. Un peu le même phénomène qu'ici. Ça descend. Et dès que vous descendez dans cette vallée-là plus bas, il n'y a pas un pommier, un pêcher qui survit là. C'est uniquement sur ce petit plateau-là. Ils ont profité de ce plateau-là. C'est ça. À un moment donné, les premiers colons, quand ils sont arrivés dans ce coin-là, j'imagine qu'ils ont fait quelques expériences et ont vu que le climat était favorable, était plus favorable qu'en bas. Donc, ils ont essayé avec des pêches, des poires, puis ils se sont rendus compte que ça fonctionnait bien. Alors là, ils ont développé des projets de verger. Les autres sont sur la rive sud, il y en a. Ah oui, mais c'est parce que nous, là, on est dans les Laurentides, là, quasiment ici. Je vous disais qu'on est à la limite du bouclier laurentien, mais au niveau du climat, c'est comme vous autres. Là. Comme 3B ici? Non. C'est quoi? Non, nous autres, c'est 4B. 4B, ok, c'est ça. C'est quand même... Que c'est ça à Saint-Jérôme aussi. Mais l'arboriculture fruitière au Québec, puis on parle pas de pêche, on parle pas d'abricots, puis on parle pas de cerises, on parle de pommes, puis un peu de poires. C'est autour du lac des Deux-Montagnes, Saint-Joseph, Oka. Il y a Rougemont, Saint-Hilaire, Mont-Saint-Grégoire, un peu autour de là. Pourquoi? Il y a d'une part le climat, mais d'autre part aussi les conditions particulières de sol. Alors, c'est la Montérégie. Hein? Il y a des petites montagnes. Donc, les vergers sont établis dans les pentes. Hein, où le sol est plus léger et où il y a un bon drainage. Parce que si vous tentez d'établir des arbres fruitiers dans la vallée du Saint-Laurent, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit dans des endroits mieux drainés et souvent l'exposition aussi est primordiale. Quand c'est exposé vers le nord, c'est beaucoup moins intéressant que quand c'est exposé vers le sud. C'est ça. Alors, c'est ça. On a appris à découvrir les endroits où c'était possible de pratiquer cette forme de culture. Mais au Québec, on n'a pas les mêmes conditions climatiques qu'en Colombie-Britannique. C'est beaucoup plus froid, donc on est limité dans notre choix d'espèces.